Elle fait son grand retour sur les ondes pour 2019 et ça nous fait bien plaisir de l'avoir en compagnie d'un invité qu'elle va présenter tout de suite. C'est Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour Cyril. Bon, donc tu vas me protéger parce que là on a un sujet particulier cet après-midi. C'est mais très 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 intéressant. Oui, tout à fait. Bonjour Ludovic. Bonjour Daniel. Alors Cyril, est-ce que tu présentes notre thème ou pas ? Ce sera plutôt Non, c'est à moi. Sur l'histoire, Oui. on va pas en dire plus. Oui. On va tout savoir pendant cette heure justement. Bon, alors donc soyons sérieux, soyons à la hauteur du sujet. Donc nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Miserol, qui est un écrivain local, parce que Ludovic, tu es d'où ? J'habite près de Goderville. Bon, et là tu sors déjà ton troisième livre. Troisième roman, oui. Troisième roman historique. Oui, tout à fait. L'affaire Rose-Keller. Bon, pour l'instant, ça... En fait, ça ne dit pas grand-chose. Ça ne dit pas grand-chose. Ça reste gentil. Voilà. Et alors, cette dame a côtoyé le marquis de Sade. Oui. Alors, je vais vous expliquer les grandes lignes. Cette femme est devenue veuve. Elle a vécu un grand amour et 2 mois avant l'action du bouquin, son mari décède. Pas de chance pour elle, elle perd en même temps son emploi. Et elle est réduite à faire la manche à la sortie des églises. Et un dimanche de Pâques de 1768, elle se met place des Victoires, elle tend la main à la sortie de l'église. Elle se dit que les gens seront un peu plus généreux. Un premier homme lui donne de l'argent, elle est contente. Arrive un deuxième homme, plutôt bien habillé, plutôt beau garçon. Il lui donne une pièce et lui dit « Si vous venez avec moi, j'ai une maison à la campagne à Arcueil. Si vous faites le ménage, je vous donne une autre pièce et en plus, je vous offre le repas. » Donc naïve, elle le suit. Elle est dans le besoin, donc elle se pose pas trop de questions. Elle est peut-être pas naïve, elle avait peut-être pas trop d'autres solutions. Je sais pas, parce qu'il y a quand même plusieurs lumières qui auraient dû s'allumer à différents endroits avant d'arriver à Arcueil. Et sauf qu'elle ne sait pas que l'homme qu'elle suit, c'est le marquis de Sade. Bon, alors donc je précise aux auditeurs, si ça les intéresse, on va parler de ça après, parce qu'on va d'abord parler de Ludovic. Alors, Ludovic Miserol, il habite dans le quartier, mais c'est pas un nom normand, ça. Ah non, c'est pas un nom normand. Alors c'est un nom d'origine espagnole. Il y a quelqu'un qui a fait mon arbre. Et alors je suis originaire du nord de la France, il faut le savoir. Je suis arrivé en Normandie il y a à peu près 20 ans maintenant. Et au 18e, même à partir du 17e, le nord de la France faisait partie des Pays-Bas espagnols. Et donc il y avait plein de marchands espagnols qui habitaient le nord de la France. Et apparemment, je viens de là. D'accord. Alors donc c'est pas la première fois qu'on parle de toi sur les ondes de RVL, parce que tu étais au Salon de Paris. C'est ça. Salon du livre. Je crois que c'était en 2016, il me semble. En 2016, oui. Ouais. On avait fait un direct à cette occasion. Moi j'étais impressionnée, salon. Il s'en passe des choses sur RVL. Ah bah comme quoi. Venez alors, tous à donc Épouville. c'était dans une émission qui était dédiée au Salon du livre de Turtot. Oui. Donc on leur fait un petit coucou. Absolument. Parce que tu y retournes là. Oui, j'y retourne dans une quinzaine de jours. Je crois que c'est le 10 mars. Donc je serai là-bas. C'est un dimanche, il me semble. Alors on fait un petit coucou aussi à notre écrivain épouvillais Hervé Darc. Qui aurait dû être là, mais voilà. Pour raison personnelle, il ne peut pas. Bon, alors vous n'êtes pas du tout dans le même créneau parce que lui il fait des polars. Oui, absolument. Bon, et alors toi, comment tu es tombé dans le roman historique ? Je crois que j'ai toujours aimé l'histoire. En fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé l'histoire. J'avais même envisagé de faire des études d'histoire, sauf qu'en terminale, j'hésitais entre histoire, anglais. Je suis allé voir un conseiller d'orientation et comme il savait pas trop non plus où m'envoyer, le pauvre, il m'a dit écoute, tu verras la note, les notes que tu auras au bac et tu iras là où tu auras la meilleure note. Bon j'ai eu une super note en anglais, je suis allé en fac d'anglais. D'accord. J'aurais pas dû. Tu parles bien anglais. J'en ai perdu beaucoup. Hein. Alors donc le premier livre, il est sorti quand ? 2010, c'était Rosalie la Morlière.
C'était sur une jeune Picarde, fille de cordonnier. Elle ne savait pas lire, pas écrire, et elle décide d'aller tenter sa chance à Paris. Et elle est employée comme femme de chambre pour les concierges de la célèbre prison révolutionnaire, la Conciergerie. Et elle est là quand la reine Marie-Antoinette arrive, avant sa montée à l'échafaud. Donc elle va vivre à ses côtés pendant 76 jours. Et c'est une rencontre qui marquera sa vie à jamais. Voilà. Donc j'ai voulu écrire la vie de cette fille du peuple qui était un peu oubliée de tout le monde. Donc j'ai arpenté les archives, j'ai lu des centaines, voire des milliers de documents. Et comment tu as eu connaissance de cette jeune femme? En lisant une biographie sur Marie-Antoinette, même en lisant plusieurs, parce que dans toutes les biographies de Marie-Antoinette, on rencontrait ce nom de Rosalie Lamorlière, parce que c'était un témoin privilégié des derniers jours de la reine, sauf que personne jusque-là s'était penché sur elle. Moi, j'ai voulu savoir d'où elle venait, ce qu'elle était devenue après, parce que on peut pas réduire la vie d'une personne à 76 jours. Donc, j'ai voulu savoir ce qu'elle était devenue après, surtout avec cette époque révolutionnaire où les têtes tombaient facilement. Donc, j'ai voulu savoir si elle aussi n'avait pas eu la tête dans le panier. Mais alors, qu'est-ce qui te passionne dans le destin des personnes simples? Justement, je crois que c'est ça. J'en avais un peu marre de lire à chaque fois le même type de livre sur les mêmes personnes. Parce que des biographies sur Marie-Antoinette, il y en a eu des dizaines, sur Louis XIV, sur Jules César ou autres. On écrit toujours sur les mêmes personnes. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Et de la même façon. Et de la même façon. Et on compile beaucoup de choses qui ont déjà été éditées. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dedans. Et moi, je me suis dit que les petites gens, comme on les appelle, avaient aussi vécu des grands événements et avaient aussi peut-être vécu de grandes histoires. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est pas facile de retrouver des éléments sur, Non, entre guillemets, des petites gens. Je confirme. Là, pour Rosalie, en l'occurrence, le premier, j'ai fait fort parce qu'elle savait pas lire, elle savait pas écrire. Ça m'a pris 9 ans quand même. Donc voilà. Mais quand on est passionné, je crois qu'on arrive à surmonter tout ça. Et alors, le résultat final, tu étais content de ton livre fini sur Rosalie? J'étais content et j'étais contente d'arriver au bout, surtout de pouvoir partager un destin incroyable avec le plus grand nombre. Donc trouver un éditeur. Trouver un éditeur, voilà. On peut déjà saluer ton éditeur. Oui, à l'époque c'était les éditions du Préau. C'était après j'ai changé de maison d'édition et le livre m'a suivi dans mes différentes maisons d'édition. Donc j'ai énormément de chance, c'est que mes livres continuent à se vendre et à être disponibles. Parce que c'est un éditeur normand. Alors ça c'était quand il était dans la deuxième maison d'édition, c'était l'atelier Mosésu qui était à Saint-Romain-de-Colbosc. Ouais. D'accord. Et là maintenant je suis chez French Pulp Edition, c'est une maison d'édition parisienne. Voilà, donc et ça se passe très bien. D'accord. Alors ça c'était le premier livre. Le deuxième, Zamor. C'est déjà, j'aime bien moi ce nom-là. Oui. Ah bon? Oui, je trouve ça bien. En fait, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Mais bon, il n'a pas forcément. Alors celui-là, je l'ai lu. Donc c'est vraiment passionnant et c'est triste à la fois. Hein. Oui, c'est triste. C'est un enfant qui est arraché à ses parents en Inde. Il a 8-10 ans. Des gens mal intentionnés enlèvent ses parents, lui font traverser les mers. Il arrive en France dans un pays qu'il ne connaît pas. Les gens parlent pas sa langue. Ils s'habillent pas comme lui. Ils ont pas la même couleur de peau. Et on le vend comme esclave à Louis XV. Et Louis XV, dans sa grande bonté, l'offre à son tour à sa favorite, Madame du Barry. Donc il est élevé à Versailles, on lui apprend le français, il a des professeurs, et en contrepartie, c'est le petit chien en fait à Madame du Barry, en fait qui fait des petits tours et tout ça, qui amuse la galerie. Un petit peu à l'époque. Voilà, absolument. En fait, c'était la touche d'exotisme, et on peut pas dire qu'il était très heureux. Même si dans son malheur, il a quand même grandi à Versailles, donc voilà. Et arrive la Révolution, et comme il a acquis une certaine culture, il commence à lire les philosophes, et il se dit qu'avec la Révolution, il va pouvoir reprendre sa vie en main, et ne plus être l'esclave de quelqu'un.
Et c'est pour ça qu'il va se retourner contre Madame du Barry et il va même témoigner contre elle lors de son procès. Finalement, peut-être un petit peu manipulé. Manipulé par un espion anglais, ouais. Mais là encore, c'est un destin incroyable et que j'avais envie de faire découvrir. Alors, donc, nos auditeurs ont tout de suite compris qu'on va parler histoire cet après-midi. C'était un peu notre Alain Decaux à nous. Ah bah, c'est gentil, merci pour le compliment. je prends. Tu prends, bon. Je prends. Alors donc, tu as choisi les pauses musicales. Donc Ouais. la première pause musicale, c'est Zazie. Oui. Alors la musique, ça te plaît, ça te parle, ça t'aide à écrire? J'en écoute depuis que je suis petit. Je ne peux pas vivre sans musique. Pas une journée sans musique. C'est mission impossible pour moi. Et il m'arrive évidemment d'écrire avec de la musique. Ça m'aide à trouver les mots, ça m'aide à trouver l'émotion. Ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Est-ce que tu as envie d'écrire une chanson? Mais lorsque j'étais adolescent, mais Ah, bon, t'as essayé? je pense pas être très doué. Mais bon, Non. en fait, pourquoi pas? Mais voilà, mon rêve, j'ai commencé un texte. Après, je sais pas si j'arriverai au bout, mais j'ai l'idée principale. Mais j'ai commencé à écrire un texte que j'aimerais soumettre à Patricia Cass. Donc, Ah, bah, dis, on en sait des choses. Hein. ouais, c'est un petit secret, ça, qui l'est plus maintenant. Bon alors, on ne sait pas hein, si jamais Patricia nous écoute. Oui, bah Hein. Patricia, tu demanderas mon numéro, s'il te plaît, à RVL. Merci. Bon, en attendant, on va écouter Zazie. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs d'ours mal léchés, tu
Zazie Speed, si vous nous rejoignez sur les 103.1 de RVL, Daniel toujours en compagnie de Ludovic Miserol. Oui, pour parler livre d'histoire, enfin roman historique. Hein. Alors, c'est quoi la définition d'un roman historique ? Ça rend l'histoire vivante en fait. Alors, c'est vrai à 80%, puis 20% c'est imagé. Disons que j'ai toujours, dans mes 3 romans, là, j'ai toujours des personnages fictifs, j'en crée à peu près 2 ou 3, qui servent à faire le lien entre les différents événements qui se sont passés dans la vie des anonymes, justement. Mais si je me souviens bien, dans Zamor, c'est écrit à la fin du livre, Oui, les personnages fictifs. je précise tout le temps. Je précise tout le temps parce que je tiens à cette franchise et cette honnêteté avec les lecteurs, c'est-à-dire que tout ce qui est historique, c'est avéré, je mets même les cotes, consulter en archives, etc. Mais je veux pas faire passer des personnages fictifs pour des personnages réels, ça n'aurait aucun sens. Donc, Alors donc, tu es venu au salon de Montivilliers, le salon du livre de Montivilliers l'année dernière. Absolument. Il y avait Michel de Decker. Non, c'est pas cette année. Moi, c'est j'y l'année étais lors de d'avant. la 2e édition. Voilà. Michel de Decker était là pour la première. Oui, t'as raison. Mais Michel de Decker, il a dit que t'étais un bon écrivain. Ah bon ? Non. Je suis content. Et en tout cas, il a préfacé sa mort. Voilà, quand même. Donc, oui. Sur RVL, on raconte pas de bêtises, on dit que des trucs vrais. Non, mais oui. Donc, il a préfacé sa mort. Je lui avais envoyé Rosalie Lamorlière, qu'il avait beaucoup aimé. Et il m'avait encouragé parce que c'est vrai que passer 9 ans sur un premier bouquin, ça pouvait me décourager un peu. Et puis il m'a fait l'honneur de préfacer. Donc petit à petit, tu rentres dans la famille des écrivains ? On peut dire ça. On fait des historiens même. Ouais, donc c'est bien. Même si moi, ce sont des romans, mais comme je fais un travail qui est assez sérieux, donc non, c'est bien. Et alors, t'as un travail à côté, Ouais. mais ton rêve, est-ce que ça serait de n'être qu'écrivain ? Ouais, ça serait génial. Oui. Ça serait génial. Et puis ça me permettrait d'écrire plus encore, parce que là, même si j'ai accéléré le rythme là depuis à peu près 2 ans maintenant, ça prend du temps d'écrire un livre historique. Donc, et comme j'ai des sujets plein la tête, je suis pas sûr d'arriver au bout, quoi. Donc, Et tu écris plus facilement ? Ah oui, je sais que pour Rosalie par exemple, certains passages avaient été écrits au forceps un petit peu. Enfin, c'était assez douloureux, mais au fil du temps, Ton entourage relit ? Oui, j'ai une personne à la maison qui est intransigeante, donc la moindre répétition est traquée. C'est génial parce qu'en plus c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément lire à la base. Et quand j'arrive à l'emmener comme ça dans une histoire, je me dis que c'est gagné. C'est une bonne référence. Voilà. D'accord. Alors là, donc on en revient à l'affaire Rose Keller. Donc tu nous en as juste un petit peu parlé. Donc une dame veuve jeune qui apparemment naïvement rencontre le marquis de Sade. Ouais, absolument. Elle le suit. Pour faire du ménage, soi-disant. Il l'emmène dans une voiture où il ferme tous les volets. Donc déjà, je sais pas, une petite lumière aurait dû briller dans son esprit et se dire tiens, c'est pas normal. Mais bon, non, elle le suit. Et sauf qu'arrivé à la maison, il fait visiter toutes les pièces en fait de la maison et arrivé en haut, il l'enferme. Mais alors comment tu sais ça ? C'est toi qui imagines ou... Ah mais pas du tout, c'est une véritable affaire criminelle qui s'est réellement passée. Je suis allé consulter les dossiers aux archives, j'ai même réussi à trouver des témoignages complètement inédits depuis 250 ans. Et je me suis basé sur toute la procédure criminelle pour raconter... Donc c'est elle qui a raconté ça à un procès ? Elle a témoigné. En fait, elle a témoigné... En fait, disons que après avoir subi plein de choses que je ne vais pas expliquer, elle réussit à s'enfuir. Et elle est recueillie par des femmes du village. Et les femmes du village l'emmènent à l'autorité en fait de la commune. Et là va s'ouvrir une procédure criminelle contre le marquis de Sade. Et donc des témoignages vont être collectés. Le marquis de Sade sera entendu également, ainsi que son valet. Et donc je me suis appuyé sur tous ces documents-là pour raconter cette histoire. Et comment tu l'as rencontrée, Rose Keller ? En lisant... Alors, c'était assez bizarre. J'étais en train de finir l'écriture de Zamor et j'étais en voiture. J'avais mis
Europe 1, désolé, c'était pas RVL. J'avais mis Europe 1, c'était une émission de Franck Ferrand, au cœur de l'histoire, et c'était une émission sur le marquis de Sade. Voilà, c'est un personnage qui m'avait toujours intrigué, que je n'avais pas lu, mais qui m'intriguait grandement, donc j'ai écouté d'une oreille curieuse, et l'historien qui était là, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, a évoqué brièvement, mais ça a fait 20 ou 30 secondes, l'affaire Oskeler. Et je me suis dit, mais non, il faut que j'en sache plus. Donc le soir, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à chercher sur Internet et je me suis dit, non, là j'ai un sujet. J'oublie celui que j'avais en tête et que j'allais commencer après sa mort, et je me suis jeté à corps perdu dans l'affaire Oskeler. Donc il y avait quand même une justice à l'époque. Oui. En fait, il y avait une justice, même si les puissances s'en sortaient toujours, plus ou moins. Justement, voilà, ça devait pas être facile en sortant du peuple d'aller attaquer ce monsieur. Sauf qu'il y avait quelques preuves corporelles quand même, donc qui allaient dans son sens. Les femmes du village aussi ont témoigné. Elles ont témoigné de l'état dans lequel elles avaient recueilli cette pauvre Oskeler. Donc il y avait quand même des choses qui incitaient à la croire. Voilà. Mais c'est pas la seule qui... Ah, ce n'est pas la seule, et c'est pour ça que justement l'affaire Oskeler n'est que le premier volet d'une trilogie justement que je consacre à Sade, enfin plus particulièrement à ces différentes affaires criminelles, et dans lesquelles je vais parler principalement des femmes qui ont croisé le marquis. Voilà. Donc aussi là, bien ses victimes que son épouse ou sa belle-mère même. Alors donc là, c'est le premier tome qui est sorti l'année dernière. Il est sorti en septembre dernier, oui. Voilà. Et le deuxième. Alors ça va s'appeler Les Filles du Panier. Bon. Parce que ça se passe à Marseille, et le Panier est un quartier de Marseille. Oui, très populaire. Très populaire. Et là, Sade fera subir, pareil, des atrocités à des prostituées. Parce qu'il faut savoir qu'il ne s'attaquait jamais à des personnes de son rang. En fait, il allait toujours chercher des filles de basse extraction, des mendiantes, des filles du peuple, des prostituées, justement parce qu'il pensait qu'elles n'avaient pas de valeur et qu'on n'allait pas les croire si jamais elles osaient parler. Ce monsieur, il a été jugé comment par la justice il était considéré équilibré? Oui, même s'il a fini à la fin de sa vie dans un établissement pour les fous à Charenton, mais il était issu d'une bonne famille. En fait, il y avait beaucoup de culture. En fait, c'était injudiciable comme un autre, sauf que, étant donné qu'il avait un nom, il avait de l'argent, il arrivait à s'extraire un petit peu de certaines affaires, même s'il faut le savoir, il a passé quand même 27 ans de sa vie en prison. Hein. Pour ces différentes affaires, justement. Oh, mais entre deux, il ressortait. Entre deux, il ressortait, oui. Oui. Bon. Il a eu des enfants. Oui, 3 enfants, 2 fils, une fille. Seul l'un de ses fils a une postérité. Et il y a même une de ses filles et sa femme, donc la marquise de Sade, et qui sont inhumées dans une commune normande, dans l'Orne, à Échauffour. D'accord. Voilà. Et comment ils sont arrivés là? Alors en fait, la famille de l'épouse du marquis de Sade avait une demeure à Échauffour, un château. Pardon. Et après le divorce de Madame de Sade et de son furieux mari, elle est allée se réfugier dans ce château normand avec sa fille. Et elles y ont vécu de nombreuses années. Même Sade est venu quelque temps dans ce château, après une première affaire, juste avant l'affaire Oskeler, qui se passe 5 ans avant. Là aussi, il est venu se mettre au vert un petit peu en Normandie, c'est le cas de le dire. Et donc, voilà. Donc, si vous promenez à Échauffour, dans l'Orne, vous pouvez toujours voir la tombe de Madame de Sade et de sa fille. Divorce à l'époque, ça devait être rare. C'était rare, mais ça arrivait, ouais. Mais elle a dû justifier pourquoi elle voulait divorcer? Il y a eu d'abord une séparation, en fait une séparation de biens, une séparation de corps, et au fur et à mesure, avec la Révolution, est arrivé aussi le divorce, et elle a sauté sur l'occasion, quoi. Alors, premier tome, Rose Keller, deuxième tome, Les Filles du Panier, voilà, à Marseille, et le troisième? Ça partira, je suis en train de le finir, ça traitera d'une autre affaire, où là par contre des enfants sont impliqués, et aussi des jeunes femmes,
Et ça ira jusqu'à la fin de la vie du marquis, en 1814. Alors toi qui as suivi tout ça, il est devenu de pire en pire, le monsieur? Disons qu'il... Comment dire il essayait plusieurs choses. En fait, il a voulu, je crois, essayer de multiples choses, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains de ses livres. Hein. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier, c'était un écrivain. C'était un écrivain, c'était même un philosophe, le monsieur. Ouais. Et on retrouve certains supplices qu'il a fait subir à ses victimes dans ses livres futurs. Oui, il explorait un petit peu toute la perversité dont il se sentait capable. Alors moi j'ai une question. Je ne comprends pas comment quelqu'un d'aussi bienveillant que toi peut s'intéresser à un monsieur comme ça. Mais c'est pas Puis alors lire tout ça. Oui, enfin j'ai pas tout lu de ça non plus. J'en ai lu une grande partie. Pour tout dire, j'ai les 120 journées de Sodome, j'ai pas réussi à le terminer. Hein. Voilà, j'en ai lu les 2/3, après j'ai arrêté. Mais ouais, non, c'est que il faut sortir un peu de ses zones de confort aussi, je pense. Et le personnage est. Non, mais je pense que ta bienveillance, elle est pour les victimes. C'est pour les victimes, et c'est pour ça aussi que toute cette trilogie est centrée sur les femmes qui ont côtoyé le marquis de Sade. Ouais. Bon, après ce quart d'heure un petit peu lourd, on va faire une pause musicale. Tu nous mets quoi? Alors on a choisi, Ludovic a choisi le duo Axel Red et Icare, oui, avec le titre D'autres que nous. Alors qu'est-ce qui te plaît, Ludovic, là-dedans? Dans ce duo, oui, j'ai toujours aimé Axel Red. Oui. Que j'avais un peu oublié ces dernières années, je dois bien le dire. Et je trouve que le duo qu'elle a fait avec Icare sonne très bien. Et le texte qui parle comme ça du temps qui passe et en fait des pierres qui restent et nous qui partons, je trouve ça sublime. Voilà. Donc on écoute. Les murs se souviennent-ils de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à l'adresse de notre grand amour. Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre, confiant sourire au coin des lèvres. Et puis je lève la tête. Je vois qu'il y a de la lumière, d'autres que nous. Ils passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivront de longues nuits de fête. D'autres que nous feront la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous feront pareil. 14 boulevard Saint-Michel. Les voisins se souviennent-ils de nous, de notre tendresse? Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre. Le digicode n'est plus le même. La gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière. D'autres comme nous pleurent de chagrin sous un réverbère, loin des feux doux. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivront de longues nuits de fête. D'autres que nous feront la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous feront pareil. 14 boulevard Saint-Michel. On n'avait rien, on était tout. On était nous. On n'avait rien, mais on était tout. Comme d'autres avant nous. D'autres comme nous ont fait l'amour sous ces fenêtres. D'autres comme nous ont vécu de longues nuits de fête. D'autres comme nous ont fait la guerre. Oui, mais peut-être s'aimeront-ils pour toujours. La vie était tellement plus belle. 14 boulevard Saint-Michel.
De retour sur les 103 points de RVL, toujours Daniel et Ludovic Miserol en direct. Tout de suite, c'est maintenant. Très bien. Alors moi, je voulais savoir, Ludovic, as-tu déjà des retours sur ce livre consacré à Rose Keller? Oui. Et ils sont géniaux. Donc, il a été chroniqué beaucoup par des blogueurs et des blogueuses sur Internet. De super avis. J'ai même eu l'honneur une nouvelle fois en fait que Gérard Collard parle de mon livre à la télévision. Qui c'est ce monsieur-là? C'est un chroniqueur. Donc il est libraire en région parisienne et il est chroniqueur notamment dans le magazine de la santé, sur Canal+. Il chronique plein de bouquins. Et ce qui est bien chez lui, c'est que il ne s'arrête pas aux têtes d'affiche. Il creuse, il fouille, il lit. En fait, il lit plein de choses. Et j'ai eu de la chance d'être remarqué par lui avec Zamor, qui pour lui avait été un énorme coup de cœur. En fait, il en avait parlé partout, LCI, France Info, France 5. Et là, il m'a fait l'honneur de reparler de mon dernier livre à la télévision. Et, je lui dois beaucoup. Voilà, Zamor, il y avait certains articles dans la presse nationale. Oui. Parce que moi, j'étais surprise. Je te connaissais, puis d'un seul coup... Tu sais, ça fait drôle d'avoir des nouvelles de ses connaissances par le journal et par un journal national. Tu vois, j'étais chez le dentiste, je dis Ludovic dans un journal national. Je sais plus, ça a été en Pleine Vie, je crois. Oui. Là, j'ai eu un truc dans Paris, je sais plus. En fait, dans Parisien. Voilà. Mais il va falloir que tu prennes une attachée de presse. Écoute, pourquoi pas. Parce que je vois que tu as du mal à suivre tout ça. Oui, entre le travail, entre l'écriture, c'est vrai que voilà. Non mais alors donc sur les salons, comme tu es allé sur des salons locaux, tu es allé au salon du livre, là tu vas sur des salons un petit peu plus importants, tu m'as dit hors antenne que tu étais allé à Metz. Oui, je suis allé à Metz en fin d'année dernière. Là j'ai reçu cette semaine une invitation pour le salon du livre de Limoges qui a lieu au mois de mai. Le salon de Limoges, c'est un des 10 plus gros salons de France. Donc voilà, je suis très très content de tout ce qui m'arrive. Et donc les lecteurs reviennent avec des anecdotes, ils te donnent des infos supplémentaires? Non, par contre, j'ai souvent des lecteurs qui me demandent si je peux pas raconter la vie en fait de leur ancêtre et tout ça, mais d'accord. Bon, j'ai déjà tellement de projets que non, je peux pas. Je suis désolé. Et alors, quelle est tes relations avec les écrivains entre guillemets professionnels? En fait, les grandes têtes d'affiche. Oui. Écoute, ça va. En fait, ils sont plutôt bienveillants et non, ça se passe très bien. En fait, la plupart d'entre eux sont très ouverts. On peut discuter avec eux, ils sont accessibles. Non, c'est très bien. Alors, entre guillemets, t'as vécu combien de temps avec le marquis de Sade? À mon corps défendant. Je sais pas. Là, ça fait 3 ans maintenant. J'en ai encore pour une petite année, je pense. Donc, ça fera 4 ans. Donc, t'as quand même, t'as dû bien cerner le personnage psychologiquement. Je pense. Après, j'espère avoir gardé une objectivité. Mais oui. Alors, je pense, qu'est-ce que t'en penses de ce monsieur-là, Oula. quand même complexe? Disons que c'est un monsieur qui était issu d'une grande famille, l'une des plus vieilles familles de Provence, et donc il avait une haute estime de lui-même et de son rang. Il pensait que rien ne pouvait lui être refusé. C'est aussi pour ça, à mon avis, que il est allé dans différents excès, parce que pour lui, il n'y avait rien d'impossible. Il n'a pas vraiment eu de figure maternelle quand il était petit. Sa mère a très vite été écartée. Son père était un libertin aussi, donc on peut pas dire qu'il a eu le bon exemple à la maison. Il a eu des frères, des sœurs? Alors, il a eu 2 sœurs qui sont mortes très vite, donc il s'est très vite retrouvé fils unique, en fait. Et il a été envoyé après chez les jésuites, où le châtiment corporel était de rigueur. Donc on peut croire que c'est là où il a commencé à voir ce qui existait de ce côté-là.
Voilà. Et il a été de plus en plus déviant, d'après toi? Au fur et à mesure des affaires, si on les prend dans un ordre chronologique, ouais, on voit qu'il va de plus en plus loin quand même. Il n'avait aucune morale, en fait, parce que il exécrait Dieu. En fait, il a même fait certains châtiments corporels avec des objets liturgiques, etc. Donc voilà. Et alors, à l'époque, il était un écrivain connu? Alors, au moment des affaires, il n'avait rien écrit à part quelques pièces de théâtre qu'il faisait jouer dans son château. Mais il a beaucoup écrit ensuite quand il a été incarcéré, notamment avant l'époque révolutionnaire. Ouais. Et à ce moment-là, il était lu? Ouais, il était lu sous le manteau. Oui. Parce que voilà. Et c'était et puis ces ouvrages faisaient déjà scandale à l'époque, hein. Donc en fait, il y a eu des saisies de livres qu'on a détruits. Enfin, ça a été ouais. Alors, un monsieur comme ça qui vivrait à notre époque, qu'est-ce qu'il ferait sur les réseaux sociaux? Ouf, je crois qu'il serait sur le Darknet. Voilà, je pense qu'il chercherait des choses assez bizarres sur le Darknet. Bon, on va faire une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu vas nous mettre? Alors on va changer de style puisqu'on passe avec George Michael, Waiting for a Heart. Oh, alors l'anglais, ah bah c'est là, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Non, C'est à cause de George Michael que tu parlais bien anglais? Bah écoute, oui, non, mais en fait disons que des artistes comme lui et comme Madonna, comme Michael Jackson et tout ça, à l'époque quand on achetait les 33 tours, il y avait les paroles. Oui. Et j'avais toujours mon petit dico en fait d'anglais à côté de moi, et c'est vrai que j'ai appris principalement oui, mais en grande partie en fait l'anglais grâce à des artistes comme ça, et puis George Michael pour moi voilà, c'est un auteur, compositeur, interprète incroyable. Il faut savoir que son plus gros tube en fait, Careless Whisper, il l'a écrit musique et paroles, il avait que 17 ans quoi, donc voilà. Comme Rimbaud. Everybody's got some reason to be thankful. I've been thinking that my reason is you.
Everybody's got some reason to be thankful. I'm just thankful that my reason is you. Pure affection and all the love I can handle. But my world was a cold, cold place. Before I met you, baby, I was searching every face, looking for a heart, waiting for a heart. Everybody wants some reason to be faithful. On est toujours en direct sur Avel après ce titre de George Michael. Daniel, toujours là. Oui, alors Cyril, c'était pas le titre qu'on avait demandé. Non, je suis désolé. C'est Waiting for that Day qu'on aurait dû mettre. Et alors, ça me permet de faire un enchaînement. Tu vas voir le niveau. C'est que Ludovic et moi, tu vois, on va pas être sadique à ton égard. On t'en veut pas. Alors, donc, justement, ce mot-là, être sadique, c'est passé dans, ça vient dans de le ça. langage. Oui, mais à partir de quel moment? De son vivant ou... Je crois que la première fois qu'on emploie ce mot, qu'on le croise, c'est aux alentours de 1840. Donc ça arrive quand même assez vite après la mort du marquis, parce qu'il est mort en 1814. Donc c'est quelque chose qui arrive très très vite. Et alors, apparemment, ce mot-là est traduit aussi dans les langues étrangères. En anglais, voilà. Oui. Ouais. Bon, on aimerait mieux en tant que Français être connu autrement, mais bon, voilà. Alors, donc là, on a parlé un petit peu de Rose Keller. Faut donner envie de lire ces livres. Alors, comme moi, j'ai lu Zamor, je pourrais dire aux auditeurs et auditrices, c'est que si vous appréciez écouter Ludovic, qui est à la fois précis, qui raconte des trucs intéressants, qui est bienveillant, et ben c'est exactement le type de lecture que vous aurez. Merci. On te retrouve vraiment. Ah bah c'est génial. Ouais. Voilà. Donc si les gens ils aiment t'écouter, ils aimeront te lire. Voilà. Alors Écoutez donc, Daniel. alors on a parlé un petit peu de Rose Keller, mais voilà, les gens, faut qu'ils achètent le livre pour voir plus de choses. Alors le deuxième qui va sortir en avril. Oui. Donc on s'en va à Marseille parce que ce On s'en va à monsieur-là, Marseille. il circulait. Bah, Il disons- était mobile. Ah ben il était très mobile et en fait disons qu'après l'affaire Rose Keller justement il a fait une petite peine de prison et il décide de se mettre au vert, mais cette fois-ci pas en Normandie. Il va dans son château de Lacoste qui est en Provence, pas très loin d'Avignon. Et il reste là avec sa femme pendant des années et sa belle-sœur aussi, qui est une religieuse en devenir, vient au château et vit avec le couple de Sade. Le marquis écrit des pièces, il fait jouer tout le monde, sa femme, sa belle-sœur. Il va vivre une histoire d'amour interdit avec sa belle-sœur. Derrière le dos de sa femme, évidemment. Il aura vraiment tout essayé. Ah, mais en plus, ça lui plaisait d'autant plus parce qu'il y avait encore plus d'interdits. Elle était sa belle-sœur, elle était une religieuse en devenir, Oui. donc lui qui exécrait Dieu au possible, c'était un affront à faire au Tout-Puissant. Enfin, c'était génial. Donc, il ne s'en est pas privé. Mais au bout d'un certain temps, il commence à trouver le temps long. Parce que les pièces de théâtre et tout ça, c'est bien gentil, mais avec sa belle-sœur, il peut pas faire les choses qu'il aime faire avec les filles du peuple. Donc, Il la respecte un peu quand même. mais disons que sa belle-sœur, il en était vraiment amoureux. Je pense que c'est peut-être même l'une des deux femmes dans sa vie pour laquelle il a vraiment éprouvé de l'amour. Lors de leur rupture, que j'explique en fait d'ailleurs dans le prochain tome, il va même tenter de se suicider. Donc après, est-ce que c'était un suicide, une tentative réelle, ou est-ce que c'était plus un appel au secours
Enfin, ça, on ne saura pas. Et l'autre femme de sa vie, c'est son épouse? Non, du tout. Ah bon? Mais non. Mais non. Alors c'est qui? Ça aurait été ennuyeux. Enfin, même s'il y avait une grande complicité entre les deux, parce que dans le 3e tome que je suis en train d'écrire, on va voir qu'elle a une participation active dans les perversités de son mari. C'est-à-dire qu'elle va essayer de contenir tout ça, et pour éviter que ça s'ébruite dans le pays, elle va le garder au château et lui amener au château ce qu'il veut. Un petit peu, bon, je vais faire un parallèle un peu contemporain et qui vaut ce qu'il vaut, mais un petit peu comme en fait l'épouse de Fourniret, en fait, Oui. qui avec son mari allait enlever en fait les enfants pour les offrir à son mari. Là, elle fait venir des enfants en fait Elle sortait de d'une Lyon. grande famille aussi. Elle, oui. En fait, c'était une grande famille, mais qui, contrairement à Sade, n'avait pas le nom que lui avait, mais ils avaient la fortune. Donc, les deux associés, c'était quelque chose de très important, et Sade y a vu son intérêt. Parce que lui, qui avait des goûts dispendieux, avec la fortune de sa belle famille, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a rénové complètement le château, en fait, de Lacoste. Il a fait construire une pièce de théâtre gigantesque, grâce aux frais, grâce à l'argent frais de sa famille. Et alors donc, Madame la marquise de Sade était pas offusquée de ce qui se passait Au départ, si. au départ. Si. Très. Mais elle a vu aussi que elle n'allait pas pouvoir le contenir, que elle l'a cru au début en tout cas. Elle a donné de l'argent à des personnes qui avaient été victimes de son mari pour qu'elles se taisent. Elle voulait vraiment étouffer tout ça, et en cela, elle a été aidée par sa mère, par Madame de Montreuil, qu'on appelle la présidente, qui était une femme de caractère, et je crois que ça a été la seule femme dans la vie du marquis qui a osé lui tenir tête et puis à l'affronter réellement. Voilà. Alors donc, le marquis de Sade, il aurait été amoureux de 2 femmes. Ouais. Et est-ce qu'il y a une femme qui était amoureuse de lui? Je crois que son épouse au début l'était. En fait, elle était vraiment, et elle avait le sens du devoir, c'est-à-dire que elle était la fille aînée de sa famille. On l'a mariée au marquis de Sade. C'est évidemment les parents qui ont choisi, en fait, comme ça se faisait à l'époque. Et je crois qu'au début, elle l'aimait vraiment. Et comme elle avait promis au pied de l'autel qu'elle allait aimer cet homme, elle a tenu des années et des années et des années en espérant que tout allait s'arranger. C'était plutôt un bel homme. Ouais, c'est un très bel homme. En fait, il avait les cheveux clairs, il avait les yeux bleus. Il était assez grand, enfin très mince dans sa jeunesse. Après, bon, il a pris de l'embonpoint avec Ils n'avaient l'âge. pas trop de différence d'âge. Lui et son épouse, non, en fait, pas énormément. Et lors de l'affaire Oskeller, il a 28 ans. Oui. Par C'est contre, impressionnant. sa première affaire criminelle, il s'est marié, si je me souviens bien, au mois de mai 1763, et la première affaire a lieu en octobre. La première affaire connue. Connue. Parce qu'il Donc en a fait 5 plus mois avant. après le mariage, coup de canif énorme dans le contrat. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? À Marseille, comme je disais, il s'ennuyait de sa vie un petit peu en fait de bourgeois là, et il pouvait pas s'adonner à ses perversités, donc il a emmené un valet complice de tout ça. Il l'a emmené avec lui à Marseille, il a prétexté un voyage d'affaires, et là pendant 3-4 jours, il va fréquenter les bordels de Marseille. Il va faire des choses abominables à 5 prostituées. Et il va s'en suivre, encore une fois, des péripéties, des procès, des trahisons. Et c'est tout ça que je raconte dans ce 2e tome qui sortira en avril prochain. Et alors, parallèlement, ces enfants étaient élevés par leur mère? Alors, non, en fait, Non. parce que justement, après l'affaire Oskeller, donc eux s'en vont vivre à Lacoste, donc en Provence, et les enfants sont laissés à la belle-mère. Donc à la présidente, à Paris. Donc il reste là, et ce qui permet aussi à Sade et à sa femme de faire des choses dans le château, voilà, et de faire venir des personnes qu'ils ont acheté, oui, enfin non, en fait ils n'ont pas acheté, mais ils ont fait croire aux parents
de ces enfants qui font venir au château, qu'ils seront bien traités, etc., etc. Mais sauf que les parents se rendent très vite compte que non, et ils portent plainte. Ils portent plainte au procureur de Lyon en leur disant, voilà, on nous a enlevé nos enfants et on pense qu'il va se passer des choses terribles. Alors, combien à peu près? En fait, d'enfants? Oui. Alors, dans l'affaire là que je suis en train d'écrire pour le 3e tome, il y a 5 enfants. Voilà. Donc il y a 4 filles. Ça va de 12 à 14 ans. Et il y a un jeune homme d'une quinzaine d'années qui va lui servir de secrétaire. En tout cas, c'est ce qui lui fait croire. Et qui participe aussi à ces bacchanales, on va dire. Et voilà. Donc, Et alors, ça a dû être difficile de s'appeler Sade pour ses enfants après? Ah bah c'était un nom très sulfureux. Oui. Mais de toute façon avec la Révolution, il y en a, je crois qu'il y a les deux, il me semble, ont émigré. Donc à l'étranger ça allait encore, ils n'étaient pas très connus et c'est aussi pour ça que dans la famille Sade actuelle, il y a que depuis on va dire une trentaine d'années que maintenant on ne se cache plus. Mais avant, même les archives personnelles du marquis dont les greniers regorgeaient, personne n'y avait accès. En fait, on refusait de parler du marquis de Sade. Alors toi, les archives, qu'est-ce que tu as consulté comme archives? Oh, j'ai consulté, je suis allé aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale, les archives de la police également. Là, je suis allé à Lyon, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc, je suis allé à Lyon en début de semaine dernière pour justement le 3e tome et en fait l'affaire des enfants là. Donc T'as voilà. pas eu de contact avec la famille? Non. C'est un choix de ma part. Je voulais travailler en toute neutralité, même si je me doute que en fait ils auraient été bienveillants avec moi, mais non, je voulais rester. T'es allé sur les lieux? Oui, en fait comme toujours. Comme je l'ai fait pour Rosalie, comme j'ai fait pour Zamor. Ouais. En fait, par exemple, pour Zamor, quand je dis à la fin du livre, je sais pas si tu te souviens, vu que tu l'as lu. Oui, j'ai lu jusqu'au bout. C'est bien. En fait, à la fin du livre, je relate l'entretien que l'historien Charles Vatel a eu avec l'ancienne logeuse en fait de Zamor. Et quand je dis que au début de la rue, Charles Vatel fait 100 pas pour rejoindre la maison où logeait Zamor, il y a 100 pas. Je l'ai fait, je les ai comptés. Donc voilà, j'ai le souci du détail, parfois un peu trop, mais voilà. Et donc, quelle impression... Bon, par exemple, t'es allé voir le château Lacoste? Ouais. Alors, quelle impression ça te fait quand tu sais, toi, ce qui s'est passé là-dedans? Disons qu'il n'est plus comme il l'était à l'époque parce que avec la Révolution, il a subi plein d'outrages, donc il a été détruit en grande partie. Maintenant, il appartient à un couturier célèbre, je me rappelle plus le nom, je suis désolé. Je crois que c'est Cardin, mais je suis pas sûr. Ou Echter, enfin c'est l'un des deux. Et ils sont en train de le remonter petit à petit. Il y a des expositions assez fréquemment, pardon. Et je crois qu'on peut. Il y a un festival de musique classique aussi en fait l'été, voilà. Donc pour ceux qui veulent s'y aventurer, il y a pas de mais souci. alors toi, ça t'a fait rien boire un petit coup peut-être? Non. De l'eau. Non, ça va aller. Précise, hein, c'est de l'eau. Non. Non, ça m'a. J'ai été moins touché que je l'ai été quand je suis allé voir en fait l'endroit où Rosalie était morte. Voilà. Ah, c'est ça qui t'a... Ça m'a touché énormément parce que Rosalie, justement, je crois que c'est une femme qui fera toujours partie de ma vie, en fait. Et merci. Et j'ai pu me recueillir dans la pièce où elle a rendu son dernier souffle. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très intense. Mais ça doit être intense aussi d'aller à la conciergerie en pensant à Rosalie. Ah ben... Je ne peux plus aller à la conciergerie sans penser à Rosalie maintenant. C'est arpenter les couloirs dans lesquels elle a travaillé, marcher dans ses pas. Voilà, c'est un personnage touchant, chose que Sade n'est pas vraiment pour moi. Non. Donc, même si je reconnais que c'était un grand esprit, c'était quelqu'un qui poussait les limites, qui était très cultivé. énormément cultivé.
c'était un penseur, c'était un philosophe, mais il n'a pas, je n'ai pas la même approche que Mais j'ai en de fait, Rosalie il a Luxembourg. laissé que sa littérature est érotique, voire plus. On parle que de ça. Ces pièces de théâtre ne sont pas très connues. Il n'y en a pas beaucoup déjà qui sont arrivées jusqu'à nous. Donc, et effectivement, on parle de la philosophie dans le boudoir, on parle des 120 journées de Sodome. Ce sont ces ouvrages-là qui restent. La Bibliothèque nationale a encore acquis, il n'y a pas très longtemps, le manuscrit des 120 journées de Sodome. Pour des millions. Alors, donc, il a fini dans un asile de fous. Oui, mais Est-ce qu'il était fou? non. Non, il était Non, pas non, fou. non. En fait, on l'a mis au vert. Mhm. En fait, on l'a mis au vert. Voilà, c'est ça. Et en fait, il était tranquille. Et dans cet asile, il faisait jouer les pensionnaires qui, eux, étaient fous. Il les faisait jouer dans des pièces de théâtre qu'il écrivait, etc. Donc, il a continué sa petite vie. Il a continué à écrire un petit peu à Charenton. Est-ce que tu crois qu'il a été heureux de ce qu'il a, de son parcours? Je ne sais pas. Je sais pas si. Oui, oui, je pense. Il aura quand même vécu ce qu'il avait envie de vivre. En fait, il avait les moyens de vivre ce qu'il voulait vivre. Donc, je pense qu'en cela, il a été heureux. Maintenant, sentimentalement, je ne suis pas sûr. Parce que c'était une personne qui était très très possessive. Il a été infect avec sa femme, même si elle a effacé bon nombre de ses bêtises, il a été infect avec elle. Il lui faisait des crises de jalousie quand elle venait le voir en prison. C'était pas un bon père non plus. Je crois qu'il aimait ses enfants. En fait, il leur donnait même des petits surnoms. Mais par contre, il n'a pas été proche d'eux physiquement parce qu'il a été beaucoup en prison. Comme je le disais, il a quand même passé 27 ans en prison. Et ses enfants, en grandissant, n'avaient pas forcément envie non plus de se rapprocher de ce père absent et sulfureux aussi. Que la réputation aurait pu déteindre sur eux et leur mettre des bâtons un petit peu dans les roues. Donc. On t'écouterait encore davantage. Peut-être que tu reviendras nous Avec reparler. plaisir. Et donc, ta dernière dédicace, si je me trompe pas, c'est « Je suis malade ». Chanté par Dalida, ouais. Oui, mais donc de lire tout ça du Marquis de Sade, ça t'a pas rendu malade, toi? J'ai eu parfois des hauts le cœur, notamment là pour l'écriture du 3e tome, parce que ça implique quand même des enfants. Je veux rassurer tout le monde. Hein. Attention, je rentre pas dans les détails scabreux dans les livres. Voilà, en fait, tout est suggéré, etc. Mais suffisamment pour qu'on sente un petit peu toute la pesanteur de Mais la il chose. est à la hauteur de sa réputation. Quand tu as lu, Ouais, c'est un tu être t'attendais sulfureux, pas à ouais. ça, c'était encore pire que ce que tu imaginais. Ouais. Notamment dans certaines pratiques. La Qui violence. sont décrites, c'était quand même. En fait, on sentait la rage, quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors je suis malade. J'espère que c'est pas RVL qui t'a rendu malade. Non, du tout. Non, c'est que j'aime les grands interprètes, ceux qui interprètent vraiment. Voilà, en fait, comme Dalida pouvait le faire, comme Piaf, comme Brel, comme Barbara. Je pense qu'on en a plus vraiment maintenant Ou pas assez. Ce sont des choses qui manquent. Voilà. Très bien. Et donc on va te remercier. Mais c'est moi qui vous remercie. Les auditeurs qui veulent te rencontrer, on rappelle qu'ils peuvent te voir donc bientôt À Bolbec, à Bolbec le 2 mars. Et à Turtot. À Turtot le 10. Voilà. Bon, alors bonne chance. Merci Daniel. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie
Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whiskies, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.